De l'avis de tous, Messerschmitt rime avec aviation allemande, notamment celle de la Seconde Guerre mondiale. Les Britanniques, plus particulièrement durant la bataille d'Angleterre, conservent du Bf-109 le souvenir d'un exceptionnel avion de chasse. Au cours des semaines cruciales de l'été 40, les Messerschmitt, Spitfire et autres Hurricane dessinèrent des schémas complexes dans le ciel européen et leurs pilotes se livrèrent à des duels meurtriers. Il ne fait maintenant plus aucun doute que le ME-109 fut un adversaire de taille. Il n'est donc guère surprenant d'apprendre que sa construction, tout en restant fidèle à sa conception d'origine, ne cessa qu'à la chute du régime nazi en 1945. On fabriqua plus de 30 000 Bf-109 de différents types, soit plus que n'importe quel autre avion de chasse. Il fut engagé sur tous les fronts, de l'Europe à la Russie, en passant par l'Afrique du Nord. Le concepteur du Bf-109, Willy Messerschmitt, allait mettre au point durant le conflit plusieurs autres appareils novateurs, comme par exemple le Bf-110, qui fut le premier chasseur au monde spécifiquement conçu pour attaquer les bombardiers ennemis. Mais la plus grande réussite de Willy Messerschmitt fut sans conteste le ME-262, le premier avion à réaction réellement opérationnel. On retrouve encore de nos jours quelques caractéristiques de cet appareil sur certains avions modernes. Entre 1935 et 1945, il y eut une véritable prolifération d'avions de combat. Et c'est durant cette période que le chasseur, apparu pendant la Première Guerre mondiale, devint définitivement un pur intercepteur et une arme à part entière dans la tactique de guerre. Au début des années 30, l'Allemagne possédait une bonne longueur d'avance dans le domaine des monoplans à aile basse. Avant cela, la Luftwaffe, interdite par le traité de Versailles, s'était développée à l'abri des regards indiscrets. Les premiers engins de la Luftwaffe furent des biplans de conception classique et peu coûteux à construire, l'idéal pour permettre aux pilotes et aux industries impliquées d'affûter leurs compétences. C'est à Hermann Göring, un as de la Première Guerre mondiale, qu'incomba la tâche de reconstituer la nouvelle Luftwaffe. C'était un fidèle d'Adolf Hitler qui appréciait en lui ses liens avec la vieille Allemagne, ces héros de la Grande Guerre qui, selon les nazis, avaient été trahis par l'armistice de 1918. C'est également lui qui encouragea le lancement d'une nouvelle génération de chasseurs monoplans tels que le Bf-109. À l'origine du projet était une spécification pour un chasseur moderne, un monoplan à aile basse cantilever doté d'un train d'atterrissage rentrant. Willy Messerschmitt avait déjà remporté un beau succès avec son premier monoplan baptisé le Bf-108 Typhoon ou Typhon. Le premier prototype effectua son vol inaugural en 1935. Il était équipé d'un V12 Rolls-Royce Kestrel, les moteurs allemands de cette puissance n'étant pas encore tout à fait au point. Mais les prototypes suivants furent équipés du Junkers Jumo 210. Le développement du Bf-109 fut rapide et le nouveau chasseur allemand ne tarda pas à apparaître dans le ciel d'Europe. Une petite partie des séries B et C fut envoyée en Espagne pendant la guerre civile entre 1936 et 1939. Mais ce fut l'arrivée du V12 Daimler-Benz DB600 qui permit au Bf-109 d'exploiter tout son potentiel. Il fut monté en premier sur la version D, mais c'est avec la E, plus connue sous le nom d'Émile, qu'on lança sa construction à l'échelle industrielle. C'est aussi avec le Bf-109E que la Luftwaffe entra en guerre en 1939.
Le DB601 développait une puissance de 1100 chevaux, ce qui permettait à la nouvelle version du Bf-109 d'atteindre les 570 km/h à 4000 mètres avec un plafond utile de 12 000 mètres. La distance maximum franchissable était de 660 km à 5000 mètres. Le Bf-109E fit sa première apparition en 1938 et devint le principal chasseur en ligne de la Luftwaffe pendant l'invasion de la Pologne, pendant la bataille d'Angleterre et durant les campagnes nord-africaines. Côté armement, le Bf-109E était doté de 2 mitrailleuses dans le fuselage, près du moteur, et de 2 canons de 20 mm montés dans les ailes. La version chasseur-bombardier pouvait en outre transporter 4 bombes de 50 kg ou une seule de 250 kg, l'armement standard de la Luftwaffe en 1939. La sécurité des pilotes fut également prise en compte. On ajouta des réservoirs de carburant auto-obturants et le blindage du cockpit fut particulièrement soigné. Mais le 109 avouait également quelques faiblesses. Le cadre imposant de la verrière ainsi que l'étroitesse du cockpit entravaient la visibilité. Grave problème pour un chasseur. Cet important défaut ne sera corrigé que plus tard pendant la guerre. Mais le plus important défaut résidait dans un train d'atterrissage à la voie beaucoup trop étroite, parce qu'il se rétractait dans les ailes du centre vers l'extérieur. Cette caractéristique avait été retenue car facile à mettre en œuvre industriellement, mais c'était sans compter les difficultés au roulage. Près de 5% des Bf-109 fabriqués furent détruits dans des accidents d'atterrissage. Durant le premier mois du conflit, le Blitzkrieg germanique déferla sur l'Europe. D'abord en Pologne, puis dans les premiers temps de l'été 1940, ce fut au tour des Pays-Bas, puis de la France. La Luftwaffe avait été conçue comme une force aérienne stratégique faisant corps avec l'armée de terre et lui apportant son soutien. Jusqu'à l'été 1940, les Allemands affrontèrent des ennemis dont l'armement était la plupart du temps complètement obsolète. Mais une fois arrivés sur les côtes de la Manche en juin, il devint évident que la Luftwaffe allait devoir livrer une toute autre guerre aérienne. Le premier problème fut l'autonomie des chasseurs. Lors des missions d'escorte des bombardiers, ces derniers mettaient un certain temps à se rassembler en formation. Pendant ce temps, les chasseurs consommaient inutilement du carburant et diminuaient donc d'autant leurs réserves disponibles pour les combats. Mais le principal problème résidait surtout dans la Royal Air Force britannique et ses chasseurs extrêmement modernes tels que le Hawker Hurricane et surtout le Supermarine Spitfire. Les Hurricanes s'attaquaient habituellement aux bombardiers tandis que les Spitfire se concentraient sur les Messerschmitt. Tout au long de la guerre, ces deux chasseurs exceptionnels furent constamment améliorés afin de prendre tour à tour le dessus sur leur adversaire. Et l'avantage changea de camp bien souvent. Parfois le Spitfire prenait une longueur d'avance, et puis le Messerschmitt reprenait l'avantage. En termes de vitesse pure et de rayon de virage, les deux appareils affichaient des performances quasi similaires. Mais le Spitfire était plus facile à manœuvrer que le Messerschmitt, ce qui signifiait que lors d'un combat à grande vitesse, le chasseur britannique pouvait sortir d'un piqué plus tard
et bénéficiait d'un meilleur taux de roulis. En revanche, le V12 Daimler-Benz du Messerschmitt était un moteur à injection, tandis que le Rolls-Royce Merlin en était resté au carburateur. Contrairement au pilote du Spitfire, celui du Messerschmitt pouvait manœuvrer sous facteur de charge négatif sans risque que son moteur coupe faute d'alimentation. D'autre part, la Luftwaffe avait pu mettre au point des tactiques en vol particulièrement performantes pendant les 4 années de la guerre d'Espagne, ainsi qu'au cours des premiers mois de la Seconde Guerre mondiale. Les chasseurs allemands volaient en formation de 2 paires, ce qui offrait davantage de flexibilité en combat. De plus, les pilotes pouvaient ainsi se soutenir mutuellement en manœuvre. La Royal Air Force, de son côté, volait en formation de 3 appareils. Bien que les limites de ce type de formation soient connues de tous, l'ajout d'un 4e appareil pour surveiller les arrières des 3 premiers Spitfire n'apporta aucune amélioration en combat. Non seulement cette tâche revenait habituellement aux plus jeunes, donc aux moins expérimentés des pilotes du groupe, mais de surcroît, ces zigzags incessants dans le ciel ne faisaient que diminuer d'autant plus vite son autonomie. Avec des appareils aussi similaires que le Spit et le 109, la victoire revenait généralement au meilleur pilote ou à celui qui avait l'avantage de l'altitude ou encore à celui qui avait repéré son adversaire le plus tôt. En janvier 1941, certaines unités commencèrent à recevoir le Bf-109F baptisé Friedrich. Mais cette nouvelle version du chasseur allemand permit aux Anglais de reprendre l'avantage. En effet, alors que le 109E avait été conçu comme un pur chasseur, la vocation du 109F était clairement la défense aérienne, l'accent ayant été mis sur le taux de montée et le plafond pratique et non sur la vitesse en palier et la puissance de feu. Et bien que ce nouveau Messerschmitt ait été propulsé par un Daimler-Benz de plus de 1200 chevaux, lui permettant de voler à près de 600 km/h, son armement se limitait à un seul canon de 15 mm et 2 mitrailleuses. L'évolution la plus significative arriva l'année suivante, en 1942, quand le très puissant DB605 fut mis au point. Le Bf-109 devint alors le 109G, G comme Gustave. Mais en alourdissant le 109 de toujours et encore plus d'équipements divers et en augmentant sans cesse sa puissance de feu, le Gustave perdit de ses caractéristiques de vol. Les pilotes, par exemple, devaient atterrir plein gaz, ce qui augmentait considérablement le risque d'accident. Même les pilotes les plus chevronnés et les plus expérimentés considéraient le 109 comme particulièrement vicieux à l'atterrissage. Pourtant, en dépit de ces gros défauts, près de 70% des Bf-109 fabriqués pendant la guerre furent des Gustave. Les combats aériens se déroulant à des altitudes de plus en plus élevées, la nouvelle version du Bf-109 fut dotée d'une cabine pressurisée.
Certaines versions reçurent le moteur DB605D, qui bénéficiait non seulement d'un plus gros compresseur, mais également d'un système d'injection d'un mélange d'eau et de méthanol. Ce système ne devait être utilisé qu'en cas d'urgence. Il permettait de gagner 425 chevaux supplémentaires par rapport aux 1475 déjà disponibles. Malgré les nombreuses campagnes de bombardements alliés, la production du Bf-109 se maintint à un rythme constant. C'est même en octobre 1944 que l'usine Messerschmitt produisit le plus d'appareils avec un pic de 25 avions par jour. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'industrie aéronautique allemande ne produisit pas moins de 2969 Me-109 au cours des premiers mois de l'année 1945, alors que la défaite était clairement prévisible. Toutefois, seuls 1000 exemplaires sortirent réellement de l'usine de Regensburg. Le Messerschmitt 109 fut exporté vers de nombreux pays et en Espagne, il fut même maintenu en service après la guerre. Ironie de l'histoire, rebaptisés Buchon Outre-Pyrénées, ces Bf 109 furent équipés du moteur Rolls-Royce Merlin. Lorsque la guerre éclata en 1939, la Luftwaffe était la seule force aérienne au monde à avoir développé un chasseur d'escorte à l'autonomie suffisante pour accompagner un raid de bombardiers. Le Messerschmitt Bf 110 fut conçu comme un chasseur lourd, mais susceptible d'être aussi déployé comme bombardier à haute vitesse. Ses concepteurs affirmèrent que sa puissance de feu et sa vitesse compenseraient sa piètre manœuvrabilité en cas de duel face à un chasseur monomoteur. Propulsé par deux Daimler-Benz 601, le concept du Bf 110 semblait promis à un grand succès. Rétrospectivement, il est plutôt considéré comme un échec. Sa faible capacité d'accélération et son piètre taux de roulis le rendaient incapable de tenir tête aux Spitfire de la Royal Air Force. Au final, le comble pour un chasseur, le Bf 110 dut finalement se faire escorter par des Bf 109. Ce ne fut que bien plus tard dans la guerre, une fois transformé en chasseur de nuit, que le Me 110 finit par faire ses preuves. Dès lors, les bombardiers de la Royal Air Force commencèrent à craindre ce redoutable appareil. Équipé d'un radar, le Bf 110 était susceptible de surgir soit par en dessous, soit par derrière. La nuit, il restait invisible jusqu'à ce qu'il ouvre le feu à faible distance avec ses deux canons et ses 4 mitrailleuses. Le Bf 110 vola pour la première fois en 1936, mais une pénurie de DB601 contraignit Messerschmitt à se contenter d'un moteur Junkers Jumo, moins puissant pour les premiers exemplaires. Au
printemps 1939, les premiers appareils de la série C, propulsés par 2 moteurs Daimler-Benz, entrèrent en service. Ces moteurs à injection offrirent au Bf-110 une vitesse de pointe de 560 km/h à 7500 mètres. Son autonomie était d'environ 800 km en fonction de son chargement et des conditions climatiques. Outre les 2 canons montés sur les ailes et les 4 mitrailleuses dans le nez de l'appareil, on avait également installé à l'arrière de la cabine une mitrailleuse pointée vers l'arrière. Le Bf-110 se révéla particulièrement efficace pendant la campagne de Pologne. Et sa réputation atteint des sommets quand des Bf-110 parvinrent à abattre 9 Vickers Wellington sur les 22 engagés au cours d'un raid dans la baie de Heligoland en décembre 1939. Encouragée par tous ces succès, la production des ME-110 connut un véritable coup de fouet jusqu'à atteindre en 1940 une cadence industrielle de production de 102 appareils par mois. Le Bf-110 donna toute satisfaction pendant la fameuse Blitzkrieg qui raya de la carte Hollande, Belgique et France. Une fois la maîtrise du ciel obtenue, les Bf-110 se transformaient alors en chasseurs d'attaque au sol. Mais il ne fallut guère longtemps pour s'apercevoir que le Bf-110 constituait une proie facile pour les agiles Spitfire et Hurricane du Fighter Command de la Royal Air Force. Les pertes devenant alarmantes, la Luftwaffe finirent par adjoindre au Bf-110 des escortes de ME-109. Mais le Bf-110 conservait l'incomparable avantage de pouvoir escorter les bombardiers plus longtemps que le 109. On développa même une série D débarrassée de son canon afin de pouvoir embarquer encore plus de carburant, ce qui accrut d'autant son rayon d'action. Les versions du Bf-110 évoluèrent en même temps que leur moteur, le DB601. Ainsi, cet appareil passera au cours de son histoire de 1000 à 1475 chevaux. Une fois le 110 redéployé comme chasseur de nuit, le canon redevint un équipement standard. Il fallait en effet une forte puissance de feu pour venir à bout des bombardiers de la Royal Air Force. Certains modèles furent équipés de mitrailleuses orientées vers le haut, afin de viser directement le ventre des bombardiers ennemis. Au fur et à mesure que les Allemands travaillaient sur leur propre radar, un 3e membre d'équipage fit son apparition pour s'occuper du système de détection RR nommé Liechtenstein. C'est au cours de la campagne de Russie, qui commença en juin 1941, que le Bf-110 se bâtit une solide réputation de chasseur-bombardier. En alliant une forte puissance de feu défensive et une importante capacité d'emport de bombes sous les ailes, le Bf-110 sut apporter un soutien considérable aux forces terrestres progressant à travers le vaste territoire russe. Qui plus est, son autonomie lui permettait de survoler les champs de bataille afin de repérer des cibles potentielles ou encore de répondre aux appels au secours des troupes au sol. Heureusement pour la Luftwaffe, la défense des Russes contre les chasseurs était loin d'être efficace. C'est ainsi que le succès du Bf-110 dans le soutien des troupes au sol lui offrit un sursis de quelques mois. Mais en 1942, l'Allemagne dut faire face à une nouvelle menace, l'arrivée dans le conflit des Américains. Alors que jusqu'ici, la Royal Air Force n'attaquait que de nuit, la 8e Air Force américaine prenait maintenant le relais de jour. Leurs premiers raids visèrent des cibles situées en France à courte distance. Mais à mesure que le conflit progressait, l'US Army se lança dans des attaques de plus grande envergure, allant jusqu'à atteindre des cibles industrielles en Allemagne. Le Bf-110 fut donc réaffecté à la défense aérienne. Au début, sa formidable puissance de feu lui permit d'intercepter bon nombre de bombardiers. Mais alors que les Alliés introduisirent des chasseurs d'escorte à long rayon d'action, comme le Mustang P-51, le ME-110 se retrouva une nouvelle fois totalement surclassé. Son manque de manœuvrabilité ne lui permit jamais de rivaliser avec l'agilité et la vitesse du P-51.
et les Bf-110 furent nombreux à être abattus. Lorsque la production cessa, en mars 1945, un total de 6000 ME-110 avaient été assemblés. Les glorieux débuts du 110 avaient suffisamment suscité l'enthousiasme de la Luftwaffe pour que cette dernière lui commande un successeur. Mais le Bf-210 fut un désastre intégral, qui coûta à Willy Messerschmitt sa présidence à la tête de l'entreprise qui portait son propre nom. Pourtant, lors de ses premiers vols, en septembre 1939, le Bf-210 apparut comme un très moderne et très bel appareil. Mais une fois en vol, il s'avéra extrêmement instable et difficile à manœuvrer. S'ensuivit une interminable série de modifications, mais aucune ne parvint définitivement à gommer cette tendance à décrocher et à partir en vrille. Le Bf-210 était un bimoteur conçu comme un chasseur polyvalent. Sur le papier, ces caractéristiques parurent tellement impressionnantes que la Luftwaffe en commanda 1000 avant même que le premier prototype n'ait jamais volé. Mais Willy Messerschmitt avait voulu intégrer trop de concepts encore très novateurs sur un appareil aussi récent. Pour exemple, des mitrailleuses de 13 mm furent montées sur des barbettes à commande électronique de part et d'autre du fuselage. En réalité, avec ce dispositif, il était quasiment impossible de viser, et la mécanique d'une rare complexité rendait ce système totalement inopérant. De fait, les équipages l'utilisèrent rarement. La section avant fut dotée d'une soute conçue pour recevoir soit un équipement de reconnaissance photographique, soit 2 bombes de 2 tonnes. Mais le système d'ouverture de la porte de cette soute déséquilibrait tellement l'appareil que seuls quelques équipages suicidaires s'aventurèrent à l'utiliser. Le Bf-210 était également équipé d'un complexe système d'ailerons, de volets et d'aérofreins. Alors que ces innovations étaient censées aider le pilote, elles ne firent en réalité que rendre l'appareil encore plus instable. Et lorsque l'équipage décidait d'y avoir recours, le ME-210 partait alors dans une vrille souvent incontrôlable. Bien que les ingénieurs tentèrent d'apporter de nombreuses modifications pour remédier à tous ces défauts, on décida d'arrêter temporairement la production en 1942. La plupart des problèmes furent enfin résolus en allongeant l'arrière du fuselage et en ajoutant des becs de bord d'attaque autonomes sur les ailes. Cette version modifiée fut rebaptisée ME-410 Hornisse et fut livrée à la Luftwaffe dès janvier 1943. À première vue, les deux appareils semblaient parfaitement identiques, et tous deux propulsés par le DB603, un autre V12. Ces moteurs conférèrent au ME-410 une vitesse de 600 km/h à 6700 mètres pour un plafond de 10 000 mètres. Outre les deux mitrailleuses orientées vers l'arrière, l'armement du 410 se composait de 4 canons de 20 mm et de 2 mitrailleuses pointées vers l'avant. En 1944, lorsque les Alliés intensifièrent leur bombardement, les ME-410 se virent réaffectés à la défense du territoire national. Mais quelques mois plus tard, durant les raids sur le sud de l'Angleterre, ils eurent l'occasion de prouver leur efficacité en tant qu'avions d'attaque au sol, et ce, tant de jour que de nuit.
Mais au bout du compte, le ME410 ne s'avéra que très légèrement supérieur aux dernières versions du BF110 qu'il était censé remplacer. Ainsi, en septembre 1944, la production fut définitivement stoppée après la construction d'un millier d'appareils. Le ME-163 Comet fut le seul chasseur à moteur fusée, à l'exception des appareils destinés aux missions kamikazes, à avoir été engagé dans des combats aériens durant la Seconde Guerre mondiale. Ce remarquable petit appareil fut développé à partir des plans du professeur Alexandre Lippisch, dont l'équipe avait rejoint Messerschmitt en janvier 1939. On commença par l'intégration d'un moteur fusée Walter sur un planeur dépourvu d'empennage. Ce moteur fusée délivrait une poussée de 1700 kg, ce qui propulsa le prototype à 550 km/h. Le moteur était alimenté par un carburant liquide à base de peroxyde d'hydrogène, d'alcool méthylique et d'eau. Malheureusement, ce mélange était particulièrement instable et plusieurs avions explosèrent à l'atterrissage. On finit par découvrir que le carburant non consommé s'enflammait spontanément avec les vibrations. Ce n'était hélas pas le seul problème lié à l'utilisation de ce carburant. La moindre fuite sur le Comet et le pilote se retrouvait face à un véritable bain d'acide. Par manque de place, cet avion-fusée fut équipé d'un train roulant qu'il larguait au décollage. L'atterrissage devait alors s'effectuer sur un patin ventral rétractable, ce qui n'était évidemment pas l'idéal compte tenu du caractère particulièrement instable et corrosif du carburant. Le problème du roulage ne fut jamais résolu, en dépit des plans développés pour une version avec train tricycle rétractable. C'est en mai 1944 que Messerschmitt livrera les premières versions. Le 28 juillet, le Comet entrera en action pour la première fois avec 5 appareils lancés contre une formation de B-17. On peut s'imaginer la panique des équipages de bombardiers en voyant fondre sur eux ces minuscules appareils qui volaient désormais à près de 900 km/h. Mais cette exceptionnelle vitesse se révéla être justement un des points faibles du Comet. Il était en effet tellement rapide que cela en diminuait son efficacité. La faible cadence de tir de ces deux canons de 30 mm, combinée à une vitesse d'approche de plus de 1000 km/h, ne laissait au pilote que 3 petites secondes pour faire feu avant d'interrompre son attaque. Mais de toute façon, à ce stade du conflit mondial, la production de ce type d'armes devenait un problème insoluble. Le ME-163 ne disposait de carburant que pour une seule attaque. Le pilote devait ensuite faire toute une série de passages en planant avant d'atterrir à une vitesse d'environ 225 km/h. Quand la production cessa en février 1945, près de 400 comètes avaient été fabriqués. En dépit d'une carrière opérationnelle extrêmement brève, ce petit appareil à aile delta a gagné sa place dans la mémoire collective des avions de légende. Le Messerschmitt ME-262 Schwab, ou en français Hirondelle, aura quant à lui marqué l'histoire de l'aviation en devenant le premier chasseur à réaction au monde. Bien que le projet eût été lancé en 1938, il fallut attendre 6 ans avant de le voir entrer en service. Cette longue attente fut principalement due à des problèmes de mise au point des réacteurs et aux interminables tergiversations du haut commandement nazi. Ces hésitations coûtèrent très cher au Troisième Reich, puisqu'on estime aujourd'hui que si le ME-262 avait pu entrer en action plus tôt,
la Luftwaffe aurait alors disposé d'une arme qui aurait rendu les campagnes de bombardement alliées beaucoup plus hasardeuses. Suivant les directives du RLM, le ministère de l'Air allemand, Messerschmitt se lança rapidement dans la conception d'un avion à réaction et put présenter un projet viable dès juin 1939. Après approbation en 1940, le ministère commanda 3 prototypes. Le projet du célèbre avionneur allemand n'était pas révolutionnaire uniquement parce qu'il allait devenir le premier avion à réaction au monde. La voilure en flèche procurait au Me-262 des qualités aérodynamiques particulièrement performantes. Ces fameuses ailes formaient un triangle parfait en se fondant au centre d'un fuselage parfaitement polyvalent. La section arrière du fuselage, qui accueillait la dérive, faisait partie intégrante du fuselage et le plan fixe horizontal se déplaçait d'un seul tenant, des solutions technologiques reprises encore aujourd'hui sur les jets modernes. La verrière était surélevée afin de donner au pilote une meilleure visibilité, mais ce n'était pas encore le cockpit en forme de bulle que l'on vit apparaître sur le Mustang. Côté moteur, Junkers et BMW étaient encore à pied d'œuvre pour développer un réacteur fiable. En avril 1941, le Me-262 fut testé en vol, mais propulsé par un moteur Junkers Jumo à piston. Ce ne fut qu'en mars 1942 que les premiers turboréacteurs de BMW furent prêts à être testés en vol. On laissa toutefois le Jumo et son hélice en place, fort heureusement d'ailleurs, puisque les 2 réacteurs tombèrent en panne juste après le décollage. La panne était liée à la rupture des ailettes du compresseur, un souci qui allait poursuivre le 262 tout au long de sa carrière. Cette panne obligea les ingénieurs BMW à retourner sur leur planche à dessin. Les essais se poursuivirent avec 2 turboréacteurs d'origine Junkers, produisant chacun une poussée légèrement inférieure à 4000 kg. Les Junkers étaient certes plus encombrants que les BMW, mais les ingénieurs décidèrent néanmoins de rester sur la base d'un biréacteur, résolvant en cela les problèmes de centre de gravité soulevés par l'intégration d'un seul réacteur à la cellule existante. Le premier Me-262 équipé de réacteurs Junkers Jumo réalisa son vol inaugural en juillet 1942. Immédiatement après, la commande initiale passa de 15 à 60 appareils. À ce stade, le Me-262 était encore doté d'un train classique à roulette de queue, ce qui compliquait le décollage. En effet, pour que la queue de l'appareil se lève, le pilote devait agir sur les freins, ce qui entraîna de nombreux accidents. Finalement, le modèle fut équipé d'un train tricycle, comme cela avait été prévu à l'origine. En novembre 1943, Junkers avait si bien redessiné son Jumo que chaque réacteur pesait désormais 400 kg de moins que la précédente version. Messerschmitt reçut alors le feu vert pour lancer la production. Mais Hitler pensait que le Me-262 serait plus utile au Reich comme bombardier rapide, même s'il ne pouvait embarquer qu'une charge explosive réduite. Messerschmitt, Göring et Galland, le célèbre as allemand, tentèrent tous de le faire changer d'avis, en vain. Convaincu de la justesse de ses vues, Messerschmitt continua d'assembler le 262 comme un chasseur, du moins jusqu'à ce que Hitler s'en aperçoive et ordonne fermement qu'il soit transformé en bombardier. Ce n'est finalement qu'en octobre 1944 que le Me-262 entrera en service et en tant que chasseur. Le Me-262 fut affecté à l'attaque des chasseurs d'escorte, la destruction des bombardiers étant laissée à des appareils plus conventionnels. Les premières unités furent basées près de la frontière germano-hollandaise, situation idéale pour intercepter les bombardiers avant qu'ils n'atteignent l'Allemagne. Les performances du Schwabe étaient extraordinaires. Avec une vitesse maximum de 850 km/h, il surclassait tous ses rivaux, y compris le Mustang de plus de 100 km/h. Il était en outre doté d'un formidable armement avec ses 4 canons de 30 mm montés dans le nez de l'appareil.
Sa manœuvrabilité, en revanche, ne dépassait pas celle des meilleurs chasseurs à hélice. Le ME-262 n'était donc pas invincible en combat aérien. Et avec son arrivée tardive, les pilotes allemands durent mettre au point la tactique d'emploi du 262 au cœur même du combat. Et afin de ne pas être abattus, ces mêmes pilotes durent apprendre rapidement à gérer un problème commun à tous les premiers jets, le délai de réponse des réacteurs. De leur côté, les pilotes alliés trouvaient rapidement de nouvelles solutions pour combattre les ME-262. Le premier avion à réaction britannique, le Gloster Meteor, venait juste d'entrer en service. La Royal Air Force en envoya quelques-uns aux pilotes américains afin qu'ils puissent s'entraîner au combat contre les jets. Par ailleurs, les pilotes de Mustang commencèrent à rôder autour des bases des ME-262. Ils attendaient en effet que les chasseurs allemands décollent ou atterrissent, puisque c'était là le moment où le 262 était le plus vulnérable. Une fois en vol, il était bien trop rapide. Mais les bombardements alliés commencèrent enfin à payer. L'industrie allemande ravagée ne pouvait tout simplement plus fournir ni même produire de pièces détachées. Des centaines de ME-262 furent également détruits au sol par des raids aériens. Sur les quelques 1400 exemplaires fabriqués, à peine 300 furent engagés en combat aérien. Et tandis que la guerre en Europe touchait à sa fin, de nombreuses unités préférèrent détruire leur ME-262 plutôt que de les voir tomber entre les mains de l'ennemi. Mais ceux que les Alliés parvinrent à capturer furent inspectés dans les moindres détails. Ces ME-262 pris à l'ennemi fournirent ensuite une inestimable source d'informations, source qui jeta les fondations d'une nouvelle génération d'avions à réaction. Aujourd'hui, il ne reste qu'une poignée de Messerschmitt datant de la guerre en état de vol. Et les rares exemplaires qui ont continué de voler après la guerre ont souvent été détruits dans des accidents. Si le nom de Messerschmitt est à jamais inscrit dans l'histoire de l'aviation, ce n'est pas uniquement au titre de son passé historique. Messerschmitt fait aujourd'hui partie intégrante de ce conglomérat qui est aujourd'hui devenu l'industrie aéronautique allemande. En ce sens, on peut dire que Messerschmitt a contribué au programme du Tornado, puis à celui de son récent successeur, l'Eurofighter.